Ce soir, je ne vais pas vous raconter une histoire d'infidélité comme les autres, une banale histoire de tromperie. Ce soir, je vais vous parler d'une démolition. La démolition méthodique et chirurgicale de 15 années de ma vie, de la fondation de ma confiance, de la destruction de l'homme que j'ai aimé plus que tout au monde. Tout ça à cause d'un objet, un téléphone. Et tout ça a commencé avec 4 chiffres, un simple mot de passe qui était censé protéger l'intimité, mais qui, en réalité, a exposé la vérité la plus crue et la plus déchirante. Écoutez bien, car cette histoire est un avertissement, une cicatrice que je porte pour vous montrer à quel point l'illusion peut être confortable avant qu'elle n'explose. Pendant 15 ans, notre histoire fut mon phare, mon refuge. Une forteresse bâtie sur la franchise, le rire et une routine apaisante, cette routine que tant de gens craignent, mais que nous avions transformée en un cocon douillet. Nous nous étions rencontrés jeunes, presque des enfants, remplis de ces promesses naïves que la vie se charge souvent de briser. Mais pas nous. Nous avions tenu bon, traversé les tempêtes financières, les deuils, les petits bobos de l'existence, toujours main dans la main. Devant nos familles, nos amis, nous étions le couple modèle, la preuve vivante que l'amour véritable, l'amour inconditionnel, existait bel et bien et pouvait durer. Quand je pensais à mon futur, c'était lui, toujours lui. Mon époux, le père de mes enfants, ma boussole. Notre communication était notre force. Nous ne nous couchions jamais fâchés. Nous avions un code d'honneur, un serment tacite, jamais de secrets, jamais de mensonges majeurs. Les petits mensonges du quotidien, ceux que l'on fait pour ne pas blesser, oui, peut-être, mais rien qui puisse ébranler le socle. Nous partagions tout, absolument tout. Les comptes bancaires, les projets, les rêves les plus fous, et bien sûr, nos téléphones. Oui, il faut que vous compreniez ce détail. Jamais, au grand jamais, nous n'avions ressenti le besoin de cacher nos téléphones l'un de l'autre. Le soir, ils traînaient de côte à côte sur la table de nuit. Si le mien sonnait et qu'il était plus près, il regardait et me disait « c'est ta mère » ou « c'est ton collègue ». Et je faisais la même chose. Nous avions le même mot de passe d'ailleurs, un code facile, une date importante de notre jeunesse que nous utilisions depuis toujours pour tout. Cette transparence n'était pas une obligation, c'était une preuve de notre confiance absolue, une marque de fabrique de notre couple. Je n'avais jamais eu l'instinct de fouiller, l'idée de douter ne m'avait jamais effleurée. Pourquoi l'aurais-je fait ? Je vivais avec la certitude que l'homme à côté de moi m'aimait et me respectait. C'était une certitude aussi solide que le plancher sous mes pieds. C'était mon oxygène. Et puis, insidieusement, lentement, le téléphone est devenu un mur. Je ne pourrais pas vous donner une date précise, un point de bascule marqué sur un calendrier. C'était plutôt une teinte qui s'est assombrie, une lumière qui s'est éteinte. Ce n'était pas un changement brutal, c'était une dérive. Le téléphone a cessé de traîner négligemment sur la table de nuit. Il a commencé à rester dans sa poche. Puis, à table, il était posé écran vers le bas, comme un bouclier, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. C'était un détail infime, n'est-ce pas ? La plupart des gens le font. Mais pour nous, c'était une violation de notre code d'honneur. C'était le premier caillou qui se déplaçait dans les fondations. Au début, mon cerveau a rationalisé. Il a dit « c'est le travail, il a des dossiers confidentiels, c'est le stress ». Il passait plus de temps dans son bureau, les portes légèrement closes, marmonnant au téléphone. Avant, il parlait fort, riait aux éclats, me faisait signe d'approcher. Maintenant, c'était des murmures, des phrases courtes et des raccrochages précipités dès que j'entrais dans la pièce. « C'était qui ?» demandai-je, le cœur déjà un peu serré. « Un client compliqué ? Laisse tomber. » Je me souviens d'une soirée en particulier. Nous étions sur le canapé, regardant notre série préférée, et il avait son téléphone à la main, juste sous mes yeux. Il tapait, tapait, tapait. Des messages incessants. Ses pouces bougeaient, avec cette frénésie caractéristique, mais son visage restait vide, neutre, sans cette petite grimace ou ce sourire qu'on affiche quand on parle à un ami ou qu'on travaille. Il était ailleurs, totalement ailleurs. Je me suis penchée vers lui, posant ma tête sur son épaule, et à cet instant, il a eu un réflexe qui n'était pas le sien. Il a brusquement baissé la luminosité de l'écran, au minimum presque noir, et l'a glissé sous un coussin. Ce mouvement simple et instinctif a été le premier coup de poignard. Il n'y avait plus de nous dans cet instant. Il y avait lui et son secret.
J'ai passé des nuits blanches à débattre avec moi-même. Mon cœur, fidèle à 15 ans d'amour, criait à l'erreur, à la paranoïa. « Tu es folle, il t'aime, tu t'inventes des histoires », répétait-il. Mais ma petite voix intérieure, mon instinct de survie, chuchotait, implacable. Il y a quelque chose. Et ce quelque chose est dans ce téléphone. Ce n'était plus une question de savoir si je devais douter, mais si je pouvais vivre avec ce doute qui me rongeait l'âme. Ce doute est un poison lent, un acide qui dissout toute votre joie, toute votre sérénité. Je suis devenue l'une ombre, une enquêtrice dans ma propre maison. J'étudiais ses horaires, ses absences, la manière dont il me regardait, cherchant la moindre fissure dans son récit, la moindre trace de culpabilité sur son visage. Le plus terrifiant, c'est qu'il était un menteur exceptionnel. Il continuait à me faire l'amour, il continuait à rire avec nos enfants, il continuait à me dire « je t'aime » avec une conviction désarmante. Cette normalité était une autre forme de torture. Comment un être humain pouvait-il jouer un tel rôle avec une telle perfection? Puis, il y a eu le jour où il a changé le code. Je n'avais pas cherché à ouvrir son téléphone, pas encore. J'attendais que mon cœur me donne l'autorisation de franchir cette ligne rouge de l'intimité que nous avions nous-mêmes tracée. Mais un après-midi, il m'a demandé de lui prendre son téléphone qui était en charge dans la cuisine. Il a donné le code à voix haute, sans même y penser. Ce n'était plus notre vieille date commune. C'était une nouvelle suite de chiffres que je n'avais jamais entendue. J'ai entré le nouveau code, machinalement, mais ce changement, ce simple changement, m'a glacé le sang. Notre code commun, c'était le symbole de notre union. Le nouveau code, c'était le symbole de notre séparation. C'était la preuve tangible qu'il y avait désormais une pièce dans sa vie dont j'étais exclue, un espace privé qu'il voulait absolument sanctuariser. C'était l'ultime trahison avant la trahison elle-même. C'était l'intention, c'était le mensonge mis en place. À partir de là, je n'ai plus pu reculer. La trahison n'était plus une hypothèse, elle était une certitude qui cherchait une preuve. Ce nouveau code, je l'ai mémorisé sans réfléchir, comme si mon subconscient savait déjà à quel point il allait devenir l'arme de ma propre destruction. C'était une connaissance terrifiante. J'avais en ma possession la clé du secret, la clé de la boîte de Pandore. Et une fois que vous avez cette clé, vous ne pouvez pas la jeter. Votre cœur, votre instinct de survie, votre dignité vous ordonnant de l'utiliser. J'ai attendu l'occasion parfaite, l'instant où je pourrais le faire, sans qu'il ne me surprenne, car je voulais que cette découverte soit mon secret, mon point de départ pour l'affronter. Je voulais que la surprise soit pour lui, pas pour moi. Je voulais être la seule à connaître l'étendue du désastre, avant qu'il ne découvre que je savais. C'était mon plan, et il était cruel, mais nécessaire pour ma propre survie mentale. J'ai attendu 2 longues semaines, 2 semaines de cauchemars éveillés, jouant la femme aimante et insouciante, alors que mon cœur était déjà en lambeaux, que mon esprit décortiquait chaque mot, chaque geste, chaque regard. J'ai attendu qu'il parte pour un soi-disant voyage d'affaires, ce voyage qui était devenu si fréquent, si commode, un voyage qui durait toujours 3 jours, sans appel vidéo, sans messages détaillés, des messages secs et courts qui ne tromperont plus mon cœur. J'ai attendu qu'il parte, et quand la porte s'est refermée derrière lui, laissant derrière elle un silence assourdissant, je suis restée seule avec le silence et un petit appareil noir posé sur la table de chevet. Le téléphone, le mur, la vérité et le code. Les 4 chiffres qui allaient le mettre fin à ma vie d'avant. Je me suis approchée, la main tremblante. Je n'étais plus moi-même. J'étais une femme, sur le point de commettre un acte irréversible. J'étais sur le point de confirmer l'horreur. Je me suis assise sur le lit, l'endroit même où nous avions partagé tant de moments, où nous avions prononcé nos serments. Ironie cruelle. La lumière de l'écran s'est allumée, le clavier numérique est apparu, et j'ai vu mes doigts, comme guidés par une force extérieure, entrer le nouveau code qu'il m'avait donné. Les 4 chiffres. J'ai appuyé sur la dernière touche, et l'écran s'est déverrouillé. Il n'y a pas eu de bruit de victoire, juste le silence. Un silence qui criait plus fort que tous les mots du monde. C'est à ce moment précis que ma vie s'est brisée. Devant moi,
Ce n'était pas un simple téléphone, c'était un portail vers un monde parallèle, un monde qu'il avait construit sans moi, pour elle. La première chose que j'ai vue n'était pas un message, mais... La première chose que j'ai vue n'était pas un message, mais une photo. Non pas dans sa galerie, mais en haut d'une conversation récente, sur une messagerie que je ne lui connaissais pas. Une application que je n'avais jamais vue sur son téléphone auparavant. Le visage de l'autre femme, souriante, encadrée par le sien, tout aussi souriant, mais un sourire que je ne lui connaissais pas. Un sourire libre, léger, dépourvu des contraintes et des habitudes de notre longue vie commune. C'était un sourire de nouveauté, d'excitation. C'était le sourire d'un homme qui recommence tout, et non d'un homme qui continue. L'impact fut physique. Je n'ai pas pleuré immédiatement. Mon corps a réagi comme si j'avais reçu un violent coup à l'estomac. L'air m'a manqué. J'ai dû poser le téléphone sur le lit et respirer profondément, me forçant à me souvenir de ma mission. Ne pas m'effondrer avant d'avoir toutes les preuves. L'émotion était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Je devais être une machine, une détective froide pour ma propre survie. La photo n'était que l'amuse-gueule. Ce qui a suivi, c'est l'entrée dans les abysses de sa double vie. J'ai cliqué sur la conversation. Le nom de l'interlocutrice, je m'en souviendrai toujours. Je ne le prononcerai pas ici pour la protéger, mais ce nom, ce prénom innocent, est devenu le synonyme de ma douleur. Ce n'était pas une conversation de quelques jours ou de quelques semaines, c'était une chronologie de plusieurs mois. Les messages remontaient d'eux bien au-delà du moment où j'avais remarqué le changement de code. Le double jeu avait commencé avant même que le doute n'ait effleuré mon esprit. Et la manière dont il parlait, mon Dieu, ce n'étaient pas les échanges embarrassants de deux amants clandestins qui se donnent rendez-vous. C'était bien pire, c'était une relation, une vraie relation. Des discussions sur leur journée, des conseils sur le travail, des blagues qu'ils partageaient, des projets d'avenir écrits à l'encre numérique. Il lui demandait conseil sur des décisions importantes qu'il avait omis de discuter avec moi, sa femme. Il la traitait de manière plus intime, plus respectueuse, plus prévenante que moi, sa compagne de 15 ans. Il utilisait des surnoms que je n'avais jamais entendus, des petits mots doux qui n'auraient dû exister qu'entre nous. Il la désignait comme sa lumière. Moi, j'étais devenue l'ombre qu'il devait fuir le soir. J'ai commencé à lire, mes yeux dévorant les lignes, mon cœur se transformant en pierre, battant des coups sourds et irréguliers contre ma poitrine. Chaque message était un coup de marteau sur la vitrine de mon existence. Il y avait des conversations sur notre maison, notre foyer. Il se plaignait de moi, de nos habitudes, des contraintes de la vie de famille. Il racontait notre routine comme une prison, décrivant notre mariage comme une vieille dette qu'il devait honorer par obligation, mais dont il cherchait désespérément à s'acquitter. Il se décrivait à elle comme un homme malheureux, prisonnier, cherchant le courage de tout quitter. Ces mots-là, écrits noir sur blanc, étaient la plus grande des trahisons. L'infidélité physique est une chose, une horreur. Mais cette infidélité émotionnelle, cette dévalorisation de tout ce que nous avions construit, c'était la plus cruelle des destructions. Puis j'ai trouvé la section des photos et vidéos privées. Une galerie parallèle, exclusivement dédiée à cette femme et à leurs moments, les photos de leur week-end secret, les restaurants luxueux qu'ils m'avaient dit fréquenter avec des clients, les hôtels, les paysages, des scènes d'intimité que mon esprit n'aurait jamais pu concevoir. Ce n'était pas juste une aventure d'un soir, c'était une vie qu'il menait en parallèle de la nôtre, utilisant nos ressources, notre temps, notre confiance. Il utilisait nos propres mensonges pour alimenter son nouveau bonheur. Et tout était là, daté, horodaté, prouvant qu'il me mentait sur chaque déplacement, chaque retard, chaque absence. Les voyages d'affaires fréquents étaient en réalité des week-ends en amoureux. Mon doute, ma paranoïa, tout ce que j'avais réprimé pendant des mois était non seulement réel, mais pire que tout ce que j'avais imaginé. Un message en particulier m'a fait basculer de l'horreur à la rage. C'était un échange concernant l'anniversaire de notre fils. Mon mari avait insisté pour qu'il passe la journée avec nous, malgré son voyage professionnel. Je l'avais trouvé adorable, attentif. Mais en lisant leur conversation, j'ai découvert qu'elle lui avait reproché de ne pas l'avoir invité. Il lui avait répondu « Je ne peux pas, je dois jouer au père modèle une dernière fois avant qu'on ne puisse le fêter ensemble l'année prochaine. » Une dernière fois.
Ce simple syntagme me pulvérisait. Il avait planifié la fin de notre famille, la fin de l'innocence de nos enfants, tout en jouant le rôle du père aimant devant moi. Il avait fait de mon fils un accessoire dans son plan de fuite. La douleur n'était plus seulement mienne. Elle devenait celle de mes enfants, et ça, c'était intolérable. Mon plan de rester froide s'est effondré à ce moment-là. Je suis passée de la détective à la femme blessée, puis à la mère protectrice. J'ai commencé à enregistrer. Je n'ai pas fait de capture d'écran, trop de preuves risquèrent de s'éparpiller. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai commencé à filmer l'écran du sien. J'ai filmé les échanges, les photos, les vidéos. J'ai zoomé sur les dates, sur les lieux, sur les promesses qu'il lui faisait. Chaque seconde de cette vidéo était une preuve irréfutable, une arme de destruction massive que je m'apprêtais à retourner contre l'homme qui avait été mon monde. Je tremblais tellement que l'image était floue, mais les mots, eux, étaient honnêtes et précis. Ils étaient là, immuables, les témoins silencieux de sa trahison. J'ai passé 2 heures à enregistrer tout ce qui était pertinent, 2 heures à revivre notre mariage à l'envers, à recontextualiser chaque dispute, chaque remarque, chaque silence. Je comprenais tout. Les heures supplémentaires au bureau, le changement d'attitude de nos amis communs qui devaient, je suppose, se douter de quelque chose, le manque de désir physique qui s'était installé. Tout prenait sens, et ce sens était laid, brutal, et sans la moindre once de pitié pour moi. J'étais la dernière à savoir, la spectatrice involontaire de la fin de mon propre mariage. Lorsque j'ai fini, j'ai tout remis en place. Le téléphone sur la table de nuit, parfaitement rebranché, l'écran verrouillé. On aurait dit qu'il ne s'était rien passé. Mais tout s'était passé. La femme qui s'était assise sur ce lit n'était plus la même. J'avais fait le plein de l'horreur. J'étais remplie de preuves, mais vide de toute illusion. Mon cœur était en 1000 morceaux, exactement comme le titre l'annonce, et je savais que plus jamais je ne pourrais le recoller. Les 4 chiffres du mot de passe avaient ouvert la porte de sa trahison, mais ils avaient aussi ouvert la porte de ma libération. Une libération douloureuse, mais nécessaire. Il ne me restait plus qu'à attendre son retour de ce faux voyage. J'avais les preuves. Je devais maintenant préparer l'affrontement. Un affrontement qui ne serait pas une simple dispute de couple, mais l'exécution d'une sentence. J'avais besoin de temps pour consolider mes forces, pour transformer ma rage en dignité, pour trouver les mots justes, ceux qui feraient le plus mal sans jamais tomber dans la vulgarité. Je devais lui montrer qu'il n'avait pas juste trahi une femme, mais qu'il avait trahi l'idée même de l'amour, et qu'il allait en payer le prix fort. Je me suis dirigée vers la cuisine, et pour la première fois en 2 heures, un sanglot m'a échappé, petit et discret. J'ai regardé dehors, la nuit était tombée, et je savais que, pour moi, un nouveau jour ne se lèverait que lorsque cette vérité aurait explosé au grand jour. La tempête arrivait, et c'était moi qui tenais l'éclair. L'héroïne vient de filmer les preuves et attend le retour de son mari, prévu pour le lendemain soir. Les heures qui ont suivi la découverte ont été un néant. J'ai flotté dans un état second, une sorte de choc post-traumatique où le corps refuse de coopérer avec l'esprit. J'ai dormi, mais d'un sommeil agité, peuplé d'images floues, des messages et de la photo de cette autre femme. Mon cerveau, cependant, ne s'est pas arrêté de travailler. Il a transformé la douleur brute en une froide détermination. J'avais les preuves. Je devais maintenant orchestrer la chute. Mon premier réflexe a été de sécuriser ma position. Ma dignité passait avant tout, et la dignité dans un divorce, c'est d'abord la prudence. Je me suis levée à l'aube, profitant de l'absence de mon mari pour agir. J'ai transféré la vidéo des preuves sur un disque dur externe, puis sur un cloud sécurisé, et j'ai effacé toute trace de l'enregistrement de mon propre téléphone. Je voulais que, le moment venu, il ne puisse pas nier l'existence des preuves, ou pire, me les voler. Je n'étais plus une épouse, j'étais une partie civile qui assemblait son dossier. J'ai sorti tous les documents financiers, nos relevés de compte joints, les actes de propriété de la maison, les papiers d'assurance vie, les livrets de famille. J'ai scanné chaque pièce, chaque ligne, cherchant la moindre anomalie, la moindre sortie d'argent, justifiant les voyages ou les cadeaux qu'il faisait sans doute à son amante. Il y avait des retraits d'espèces inhabituels, des petits montants qui,
mis bout à bout sur des mois, devenaient des sommes considérables. Il n'avait pas seulement trahi nos vœux, il avait trahi notre sécurité financière. Il avait volé l'argent destiné à l'éducation de nos enfants pour financer son double jeu. J'ai passé la journée dans cet environnement clinique, entouré de papiers et de chiffres. C'était ma façon de ne pas me noyer dans les larmes. La colère était un bien meilleur moteur que la tristesse. Elle me donnait une force insoupçonnée. J'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille, une amie que j'avais perdue de vue et qui me devait une faveur. J'ai menti à ma famille, j'ai menti à mes amis, disant que mon mari était en voyage et que j'étais débordée. Je jouais mon rôle à la perfection, mieux que lui n'avait jamais joué le sien. Ma voix était calme, mon visage serein. Je me préparais mentalement à la tempête, mais je me montrais au monde comme un phare inébranlable. L'avocate m'a écoutée avec une compassion professionnelle et une froide analyse qui m'ont fait du bien. Je lui ai montré la vidéo. Son visage n'a pas bronché, mais ses yeux se sont durcis. Elle m'a dit des mots cruels, mais nécessaires. Il ne s'agit plus d'amour, il s'agit de stratégie. Elle m'a conseillé de ne rien lui révéler avant d'avoir sécurisé une partie de nos actifs, de ne pas lui donner l'occasion de vider les comptes ou de s'organiser pour me nuire légalement. C'était la partie la plus difficile. Continuer à vivre comme si de rien n'était pendant encore quelques jours, quelques semaines peut-être. Mais je savais que chaque jour de silence de ma part était une victoire stratégique. Le soir, le silence de la maison était pesant. Je suis montée dans notre chambre et j'ai tout regardé différemment. Chaque cadeau qu'il m'avait fait semblait ridicule, chaque photo de couple, une moquerie. Le lit, notre lieu d'intimité, me répugnait. Je ne pouvais pas dormir dedans. J'ai pris mes oreillers, une couverture, et j'ai dormi dans la chambre d'amis. Je n'avais pas encore prononcé le mot, mais le divorce avait déjà commencé. Le lendemain, c'était le jour J, le jour de son retour. J'avais méticuleusement tout remis en place. Le téléphone sur la table de nuit, les documents dans les tiroirs. Rien ne devait trahir ma connaissance de son secret. Je voulais qu'il rentre dans le piège que j'avais patiemment tendu. Je suis allée chercher les enfants à l'école avec le sourire le plus convaincant que j'ai pu fabriquer. Je voulais qu'il trouve le tableau de la famille heureuse qu'il était sur le point de détruire pour que la violence de son acte lui saute au visage. Il est rentré tard, comme prévu. La porte d'entrée s'est ouverte et j'ai entendu le bruit familier de sa valise à roulettes. « Je suis rentré » a-t-il crié, d'une voix joyeuse et détendue, une voix de vainqueur. Un baiser sur la joue, rapide, presque désintéressé. Je l'ai regardé et j'ai vu son visage. Il avait l'air épuisé, non par le travail ou le vol, mais par la tension de la vie qu'il menait. Mais il y avait aussi un éclat, une étincelle que je n'avais plus vue depuis longtemps. L'éclat de celui qui vient de passer 3 jours dans la clandestinité et qui revient à sa vie normale, avec un secret excitant. « Comment s'est passé ton voyage ?» ai-je demandé, d'une voix si neutre qu'elle m'a fait peur moi-même. Il a répondu par un monologue, un torrent de détails sur des réunions ennuyeuses, des clients insupportables, des heures passées dans des aéroports. Chaque mot était un mensonge, et chaque mensonge m'emplissait d'un dégoût glacial. Il avait le culot de me raconter sa fausse vie, les yeux dans les yeux, sans une seule hésitation. Je me suis demandé comment j'avais pu ne pas voir ça avant. Comment avais-je pu vivre 15 ans avec un acteur de cette envergure? Je hochais la tête, souriais au bon moment, jouant mon rôle jusqu'au bout, celui de la femme crédule et aimante. Je le regardais mentir et je préparais ma réplique. Il était monté à l'étage pour prendre sa douche. C'était mon moment. Il avait laissé son téléphone dans la poche de sa veste, jeté négligemment sur une chaise de la cuisine. Le téléphone, la clé de tout. J'ai senti l'irrépressible envie de le saisir à nouveau, de vérifier s'il y avait un nouveau message, une confirmation de retrouvailles prochaines. Mais l'avocate m'avait prévenu. Ne touchez plus à rien. Laissez-lui la conviction que son secret est bien gardé. J'ai résisté, j'ai fait le thé, l'odeur familière remplissant la cuisine, une odeur de normalité en plein cœur de ma guerre froide. Il est revenu, frais et détendu, me proposant de regarder un film. Ce soir, la routine était mon allié. Je voulais qu'il s'endorme, qu'il soit vulnérable. Nous nous sommes assis sur le canapé, l'endroit où il m'avait ignoré quelques semaines plus tôt. J'étais raide. Je ne pouvais pas le toucher. L'idée même de sa peau contre la mienne
après avoir lu ces messages, me donnait la nausée. Il a posé son bras autour de moi, ce geste familier qui ne signifiait plus rien, et je me suis raidie. « Ça va ? Tu es tendu ?» a-t-il murmuré, jouant à l'époux attentif. « Je suis juste fatiguée » ai-je répondu, regardant l'écran sans vraiment le voir. Il a haussé les épaules, visiblement peu intéressé par ma fatigue. Il s'est concentré sur le film, puis, lentement, le rythme régulier de sa respiration a annoncé la fin de son rôle. Il était endormi, lourdement, profondément. C'était mon heure. J'ai retiré son bras de mes épaules avec une délicatesse calculée et je me suis levée. La lumière de la cuisine était éteinte. Seule la faible lueur du téléviseur éclairait la pièce. J'ai monté les escaliers, mes pieds nus ne faisant aucun bruit sur les marches. J'ai saisi mon ordinateur portable, sécurisé mon téléphone et je suis revenue. Je me suis assise sur la chaise, face au canapé où il dormait, l'ordinateur sur les genoux. J'ai ouvert le fichier vidéo, la vidéo de la trahison, la vidéo des preuves. Je me suis assurée que le son de l'ordinateur était au maximum. Mon cœur battait la chamade, mais c'était un battement de tambour de guerre. J'ai appuyé sur lecture, le son de ma propre voix en train d'enregistrer, le petit grincement de mon ongle sur l'écran du téléphone, puis les mots de leur conversation, les rires étouffés qu'ils partageaient avec elle, la description de notre mariage comme une prison. Le son était fort, tranchant le silence nocturne. Mon mari a tressailli. Il a gémi, puis il a ouvert les yeux brouillés par le sommeil. Il m'a vue, assise dans l'ombre, éclairée par la lumière crue de l'écran qui diffusait son secret. Il n'a pas tout de suite compris. Il a juste vu l'écran, le son qui émanait de mon ordinateur. Puis, il a reconnu sa voix, sa conversation. Il a vu la photo d'elle, de cette autre femme, et le mot de passe, les 4 chiffres, s'est rappelé à son esprit. Il s'est redressé sur le canapé, ses yeux passant de la surprise à l'horreur pure. Il a compris, en une fraction de seconde, que je savais tout. La vérité, diffusée à plein volume dans son propre salon, devant ses yeux hagards, était l'épilogue de son mensonge. Il a murmuré mon nom, un son étranglé. Et j'ai cessé d'être la femme aimante et crédule. J'ai éteint l'ordinateur, coupant net le son de sa trahison. Je l'ai regardé, et la seule chose qui lui restait était ma froideur. C'était la fin du jeu, et j'étais la gagnante. L'héroïne vient d'éteindre l'ordinateur après avoir confronté son mari à la vidéo d'épreuve. Il est assis, horrifié, sur le canapé. Le silence qui a suivi était d'une intensité déchirante, 1000 fois plus bruyant que le son de la vidéo. Mon mari, qui quelques secondes plus tôt jouait le rôle de l'époux fatigué par son voyage d'affaires, était maintenant figé, l'incarnation de la culpabilité prise au piège. Ses yeux étaient grands ouverts, et la couleur avait déserté son visage. Il avait l'air d'un enfant, pris la main dans le sac. Mais les enjeux n'étaient plus ceux d'un jeu. Il s'agissait de la destruction de notre famille. Il a tenté un mouvement, un faible réflexe de défense. Il a levé la main vers moi, un geste de supplique ou de dénégation. « Attends, laisse-moi expliquer » a-t-il murmuré, d'une voix rauque et tremblante, une voix que je ne lui connaissais pas, une voix qui trahissait sa peur. J'ai retiré mon regard et j'ai parlé calmement, distinctement, chaque mot ciselé pour son impact. Expliquer quoi? Expliquer le nouveau mot de passe? Expliquer la deuxième vie que tu menais pendant que je te préparais ton dîner et que j'élevais tes enfants? Expliquer que tu as pris l'argent de notre famille pour payer des week-ends à l'hôtel à elle? J'ai prononcé le mot « elle » avec un détachement chirurgical, comme si je parlais d'une entité insignifiante, ce qui a semblé le frapper plus fort que tout. Il a secoué la tête, désespéré. « Ce n'est pas ce que tu crois! Ce n'est pas… » Je l'ai coupé net. « Épargne-moi ce cliché. Ce n'est pas ce que je crois. J'ai la preuve filmée, seconde après seconde, de ce que tu crois. J'ai lu tes messages sur l'application cryptée, celle que tu as pris la peine d'installer, celle où tu décris notre mariage comme une prison. J'ai lu tes promesses
de la quitter pour être avec elle. J'ai lu que tu as fait de l'anniversaire de ton propre fils un dernier show. Dis-moi, à quel moment de tout ça est-ce que tu pensais que je t'aimais assez pour ne rien voir, pour ne rien chercher, pour ne jamais douter de la petite créature lâche et pathétique que tu es devenue? Mes mots n'étaient pas criés, mais ils résonnaient avec une force incroyable. Il était incapable de faire face à la froideur de mon analyse. Il s'attendait à des larmes, des cris, un effondrement théâtral. Il s'attendait à ce que ma douleur le sauve. Mais il a trouvé face à lui une femme résignée, déçue, qui avait déjà fait son deuil. Il a finalement explosé, utilisant sa seule arme restante, la colère et la victimisation. « Et tu as fouillé mon téléphone! Tu as violé mon intimité !» a-t-il hurlé, se levant brusquement, sa voix brisant le silence. J'ai ri, un rire court, sec, sans joie. « Ton intimité? Quand tu utilises l'argent que nous gagnons tous les deux pour financer tes mensonges, quand tu mens sur ta localisation, quand tu trahis l'intimité de notre lit conjugal, tu n'as plus d'intimité à protéger. » Le téléphone, c'était le conteneur de ta trahison. Notre ancien mot de passe, notre anniversaire, c'était le symbole de notre confiance. En le changeant, tu as signé ton aveu de culpabilité. J'ai juste ouvert la porte que tu as toi-même fermée. Il a essayé de se justifier, se noyant dans des excuses. J'étais malheureux, tu étais distante, on ne se parlait plus. Les clichés sortaient un à un de sa bouche, les mêmes que j'avais lus dans ses messages avec l'autre femme, les mêmes qu'il s'était répétés pour se donner bonne conscience. « C'est faux », ai-je dit, sans élever la voix. « Tu n'étais pas malheureux, tu étais égoïste. Quand un homme est malheureux, il parle à sa femme, il cherche des solutions, il propose une thérapie. Il ne va pas installer une application de rencontre et se plaindre de sa vie à une inconnue. Le problème n'était pas notre couple, c'était ton manque de courage pour assumer la routine et les responsabilités que tu as toi-même choisies. Tu as choisi la facilité, la nouveauté, l'excitation de la trahison. Et tu as menti. Tu m'as menti surtout. Il s'est approché de moi, ses yeux implorant une once de pitié. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Donne-moi une chance. Je vais tout arrêter. Je vais la bloquer. On peut... J'ai levé la main pour l'arrêter. Ce fut mon moment le plus fort. Non, il n'y a plus de « on ». Ça, c'est fini. Tu ne l'as pas compris? Je n'ai pas fouillé ton téléphone parce que je doutais. J'ai fouillé ton téléphone parce que je savais. Et maintenant que je sais, il n'y a plus de retour en arrière. Je ne suis pas en colère, je suis dégoûtée. Je ne t'aime plus, car l'homme que j'aimais n'existe pas. Il était le personnage que tu jouais pour moi, et cet homme est mort ce soir. Il a insisté, le visage mouillé par les larmes de l'homme qui vient de perdre son confort, et non les larmes du repenti. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Les enfants? Tu ne peux pas. Je peux, l'ai-je coupé. J'ai déjà contacté une avocate. J'ai sécurisé les preuves. J'ai un plan. Ce que tu vas faire, c'est ramasser tes affaires. Tu vas prendre le strict minimum, ton téléphone que tu aimes tant et les vêtements sur ton dos. Je ne veux plus te voir sous mon toit. Demain matin, tu ne seras plus là quand les enfants se lèveront. Je leur dirai que tu es en voyage d'affaires, comme d'habitude. Mais ce sera la dernière fois que je te couvre. Il était abasourdi. Il ne s'attendait pas à cette organisation, à cette détermination. Il pensait que j'allais me morfondre pendant des jours avant de trouver le courage d'agir. Tu ne me laisses aucune chance? Après 15 ans? Tu as eu 15 ans de chance? Tu as eu 15 ans de ma confiance? Et tu as tout jeté à la poubelle pour le frisson de l'interdit. Tu as même impliqué notre fils dans ton petit jeu. Ai-je insisté, mentionnant à nouveau l'anniversaire, pour le frapper là où ça faisait le plus mal. Maintenant, tu vas prendre ta liberté
et tes conséquences. Le reste de la nuit fut un chaos froid et méthodique. Il a marmonné, supplié, menacé même de me faire passer pour la folle. Mais chaque menace était balayée par ma seule réponse. J'ai tout filmé, chaque message, chaque plan de fuite. Va voir ton avocat. Sa résistance s'est éteinte. Il a fini par monter, non pas dans notre chambre, mais dans la chambre d'amis, l'ancienne chambre de transition où j'avais dormi la veille. Il a emporté une valise, son ordinateur portable et bien sûr le téléphone. Je suis restée assise dans le salon, regardant l'aube se lever. J'ai entendu le bruit sourd de ses pas dans l'escalier, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait, puis se refermait. Un claquement sec, le son de la fin de notre mariage. Il était parti. Il était 4 heures du matin. Il avait quitté la maison comme un voleur, non pas forcé par moi, mais par le poids de ses propres mensonges. J'avais gagné la bataille immédiate de la dignité. Mais la guerre du cœur, elle, était loin d'être terminée. J'étais seule, mais je n'étais plus la femme naïve et trahie. J'étais la femme qui savait. L'époux est parti à 4 heures du matin. L'héroïne est seule, regardant l'aube se lever. L'aube s'est levée sur une maison étrangement silencieuse. Ce n'était pas le silence de la paix, mais celui laissé par une explosion. Je suis restée là, assise pendant des heures, observant la lumière filtrer à travers la fenêtre, illuminant le canapé où il avait dormi ces dernières heures sous mon toit. Quand les enfants se sont levés, j'ai mis mon dernier masque. Un masque de sérénité fatiguée. Papa est parti très tôt, ai-je dit, d'une voix légère. Il a un gros voyage d'affaires qui est tombé à l'improviste. Il vous appellera ce soir. C'était la dernière fois que je prononçais ce mensonge pour le protéger. Je leur avais acheté quelques jours de répit, le temps que je puisse préparer un discours plus honnête, adapté à leur âge et à la cruauté de la situation. Ce fut le geste le plus douloureux de toute l'épreuve. Préserver l'innocence de mes enfants au détriment de ma propre vérité. Le chaos est arrivé par téléphone, quelques heures plus tard. Mon mari avait appelé, non pas pour s'excuser, mais pour m'attaquer. Il avait contacté son avocat, qui, bien sûr, lui avait déconseillé de vider les comptes, mais lui avait conseillé de m'envoyer un message hurlant son indignation sur ma violation illégale de son téléphone. Il a tenté le gaslighting, la manipulation, prétendant que j'étais paranoïaque, que j'avais tout mal interprété, que ces messages étaient de simples blagues entre collègues. J'ai raccroché, immédiatement. J'ai bloqué son numéro pendant 1 heure pour me donner le temps de respirer, puis j'ai contacté mon avocate. Elle a pris le relais. Le jeu de la dignité était terminé. Le jeu légal commençait. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de paperasse, de réunions chez l'avocate, de négociations financières. Sa défense, basée sur l'argument de l'intimité violée, s'est effondrée dès que mon avocate a présenté les preuves filmées, non pas comme une preuve admissible devant le juge, mais comme un élément irréfutable de la faute morale et de la trahison conjugale, qui influençait directement la répartition des biens et la pension compensatoire. Les messages prouvant qu'il utilisait notre argent pour l'autre femme, ainsi que son aveu d'une double vie planifiée, ont mis fin à toute discussion sur une garde partagée égale ou une issue à l'amiable. Il avait agi avec préméditation et mon silence stratégique avait payé. Il ne pouvait pas nier les preuves, sans se ridiculiser. Il a dû céder du terrain, beaucoup de terrain. La partie la plus difficile, cependant, fut de regarder derrière moi. J'ai dû faire le tri non seulement dans les biens, mais dans les souvenirs. Chaque photo, chaque cadeau, chaque voyage commun était désormais entaché d'un doute. Pendant combien de temps m'avait-il regardé dans les yeux en sachant qu'il me mentait ? La trahison ne s'arrête pas au moment où vous la découvrez. Elle remonte dans le temps, elle empoisonne le passé, elle vous fait douter de votre propre jugement et de votre propre réalité. J'ai traversé des phases de rage incontrôlée, de profonde tristesse, puis d'une solitude glaciale. J'ai réalisé que je n'avais pas seulement perdu un mari, j'avais perdu mon meilleur ami, mon confident et l'homme que je croyais le mieux connaître. J'ai passé des soirées à pleurer.
Non pas sur l'homme qu'il était devenu, mais sur l'homme qu'il avait prétendu être. C'était le deuil d'une illusion. Une fois le choc initial passé, j'ai compris que mon plus grand ennemi n'était pas l'autre femme, ni même mon ex-mari, mais la peur que cette trahison m'avait laissée, la peur de faire confiance à nouveau. C'est une cicatrice invisible que je porterai toujours. J'ai ensuite parlé aux enfants. Je ne leur ai pas donné les détails sordides, bien sûr. Je leur ai dit que papa et maman n'arrivaient non plus à s'entendre, que nous nous étions éloignés et que papa avait besoin de prendre un nouveau départ pour être heureux. Je leur ai assuré que ça n'avait rien à voir avec eux, qu'ils étaient le seul amour inconditionnel de ma vie. Ils ont pleuré. J'ai pleuré avec eux. Mais cette vérité, même édulcorée, était le début de leur propre reconstruction. Les enfants sont plus résilients que nous le pensons, surtout quand ils voient l'un de leurs parents retrouver sa force et sa dignité. Aujourd'hui, près d'1 an après cette fameuse nuit, je suis divorcée. La maison est à moi. J'ai repris mon travail avec plus d'énergie que jamais. J'ai construit de nouvelles routines. La solitude n'est plus un vide. C'est un espace de liberté que je me suis réapproprié. Mon cœur est en phase de guérison. Les morceaux brisés par le mot de passe ont été ramassés un par un et je suis en train de les reconstituer. Non pas pour revenir à l'ancienne moi, mais pour devenir une version plus forte, plus vigilante et plus reconnaissante de la vérité. Mon ex-mari, il a refait sa vie. Il a eu l'excitation qu'il cherchait. Je ne sais pas s'il est heureux et honnêtement, je m'en moque. Il est sorti de ma vie et celle de mes enfants et il ne reviendra qu'en tant que père, avec des règles strictes établies par le tribunal. Il a payé le prix de sa trahison. Il a perdu le confort de sa famille, il a perdu sa crédibilité et il a perdu l'estime de ses propres enfants qui, en grandissant, comprendront la vraie nature de son départ. Le mensonge finit toujours par coûter plus cher que la vérité. Si j'ai une leçon à tirer de cette descente aux enfers, c'est celle-ci, et c'est le message que je veux vous transmettre. Vous qui regardez cette vidéo, écoutez votre instinct. Le doute est un poison, oui, mais il est aussi un signal d'alarme. Quand le téléphone de votre partenaire devient un secret, quand la lumière s'éteint dans son regard, quand le code change sans explication, ne cherchez pas à minimiser. Affrontez la réalité, même si elle vous fait horreur. Le prix de l'ignorance est la destruction lente de votre âme. Le prix de la vérité, c'est une douleur aiguë, mais c'est aussi le chemin le plus rapide vers la dignité et vers la reconstruction. J'ai ouvert la boîte de Pandore, et il en est sorti l'infidélité, le mensonge, la douleur. Mais n'oubliez jamais l'histoire de cette mythologie. Au fond de la boîte, après tous les maux, est restée l'espérance. Je ne suis plus la victime. Je suis la survivante qui a choisi sa propre dignité face à la trahison de l'homme qu'elle aimait. Et vous aussi, vous avez le droit de choisir votre propre espoir. N'ayez jamais peur du mot de passe. N'ayez peur que du mensonge qui se cache derrière. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire vous donnera le courage d'ouvrir les yeux, même si la vérité fait mal. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a parlé et de vous abonner à Cœur et Trahison pour plus d'histoires qui vous aideront à naviguer dans les eaux troubles de l'amour et du mensonge. À bientôt.